Quelle est la place des femmes en sciences aujourd'hui? La situation s'est bien sûr améliorée depuis les dernières décennies, mais il reste encore un bout de chemin avant d'atteindre l'équité. Des statistiques montrent qu'il existe un grand écart entre les hommes et les femmes. Entre autres, que les hommes choisissent beaucoup plus de carrières scientifiques que les femmes. L'un des facteurs qui expliquerait cela serait un manque de modèles féminins pour les jeunes filles. Mais ce ne sont pas les modèles qui manquent. J'ai été, lors de ma formation, en contact avec plusieurs femmes chercheurs d'exception. C'est pour mettre toutes ces femmes en valeur qu'un groupe d'étudiants et d'étudiantes du Centre intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi a eu l'idée de mettre sur pied un projet que nous vous présentons aujourd'hui, Lumière sur les femmes en sciences. Afin de vous les faire connaître davantage, nous souhaitons vous présenter des femmes au parcours scientifique remarquable mais souvent méconnu, et pourquoi pas encourager et inspirer les jeunes scientifiques de demain. Dans chaque épisode, nous vous présenterons le portrait de 2 femmes de notre époque ou du passé, en plus de vous présenter une entrevue réalisée avec une chercheure travaillant actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le portrait de Dorothy Crawford Hawkins et de Lise Mettner. Mais tout d'abord, Rebecca Dion-Gagné a réalisé une entrevue avec Myriam Hertz, professeure au département des sciences économiques et administratives de l'UQAM. J'ai lu que vous étiez spécialiste en marketing et consommation responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le marketing responsable, en fait, c'est l'étude des stratégies et des techniques marketing, mais appliquées à la promotion et à la vente, parce que c'est aussi ça, de solutions responsables, donc des produits, des services responsables. Et comment vous faites pour procéder à vos études sur le sujet? Je fais pas mal de conceptualisation, donc j'écris en fait des articles où je développe des concepts, des idées. Je fais aussi de la recherche empirique, qu'on peut classer en 2 catégories. Donc la recherche qualitative, c'est plus des entrevues, c'est des groupes de discussion, de l'observation. Et il y a aussi les méthodes quantitatives qui sont plus axées, par exemple, sur les questionnaires, des sondages et de l'expérimentation aussi. Donc c'est essentiellement à travers ces 3 avenues-là que moi je fais de la recherche. Donc c'est un domaine qui est en permanence en dynamique et en changement. Oui, en fait, il y a beaucoup de sous-disciplines dans le marketing responsable. Donc, il y a par exemple la consommation locale, il y a le biologique, il y a le commerce équitable. Il y a l'éco-blanchiment aussi, qui est une problématique assez récurrente. Donc, on fait pas mal d'études en fait, sur ces différentes thématiques-là. Puis moi, il y a une thématique sur laquelle je me suis penchée beaucoup plus précisément depuis quelques temps maintenant, c'est l'économie circulaire. Et d'ailleurs, j'ai été cofondatrice d'un réseau. Donc, c'est le premier réseau en fait, d'études en économie circulaire au Québec, au Canada même, puis en Amérique du Nord, je pense. On est pas mal pionniers aussi au Québec dans ce domaine-là. Est-ce que vous pourriez préciser qu'est-ce que l'éco-blanchiment? L'éco-blanchiment, en fait, c'est de faire apparaître un produit ou un service plus responsable qu'il ne l'est réellement. Donc, quand on vante, par exemple, les qualités responsables d'un produit ou d'un service, de façon un peu exagérée, c'est ce qu'on appelle de l'éco-blanchiment. Donc, c'est vraiment une mise en valeur du consommateur qui est plus prononcée que ce que ça devrait être pour inciter l'acheteur, justement, à prendre le produit, même si ce n'est pas nécessairement le plus écologiquement responsable. Exactement. C'est en fait une problématique qu'on a eue depuis très longtemps en marketing. Donc, quand les commerçants en fait, veulent vendre, généralement, ils exagèrent les qualités du produit. C'est juste que maintenant, comme la tendance, c'est la responsabilité, c'est le marketing responsable, c'est le vert, les commerçants pensent que ça fait vendre. Donc, ils accentuent vraiment beaucoup ces aspects-là dans leurs produits. Ça a l'air d'être un domaine très vaste. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a dirigé vers cette carrière académique? Rien du tout, en fait. C'est que moi, à la base, je ne me voyais pas du tout chercheuse. Moi, en fait, au départ, j'ai fait une maîtrise en Europe, en Belgique. Puis par la suite, je suis venue ici au Canada, un peu par hasard. Là, je n'avais pas comme projet de vie spécialement de venir au Canada, mais j'ai fait une maîtrise à Montréal en sciences de la gestion. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant 1 an au sein du groupe Altus en tant qu'analyste marketing. Donc ça, c'était vraiment la suite logique de mon diplôme. J'étais assez chanceuse parce que j'ai vraiment trouvé un diplôme dans mon domaine. Ce que je trouvais, c'est que dans le privé, en tout cas, quand on fait de la recherche marketing, c'est très redondant. C'est-à-dire qu'on fait systématiquement les mêmes choses. Donc on fait de la collecte, puis ensuite il faut faire des analyses et écrire les rapports. Et ça doit se faire de manière productive, c'est-à-dire qu'il faut produire du rapport en fait. Et donc, ce qui me manquait un petit peu, c'était l'aspect de la créativité, c'est-à-dire on lisait pas beaucoup,
on s'ouvrait pas trop l'esprit. C'est vrai, on travaillait sur des études très différentes, mais c'était très redondant. Donc ça va très bien à certaines personnes, mais moi ça me convenait pas très très bien. Donc j'ai fait un doctorat. Puis de fil en aiguille, j'ai complété mon doctorat. Puis avant la fin de mon doctorat, j'ai trouvé un poste ici à l'UQAC. Donc j'ai pas fait de post-doctorat, j'ai directement travaillé en tant que professeur après mon doctorat. Et c'est comme ça en fait que j'ai glissé vers la recherche en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez me préciser votre doctorat, vous l'avez fait à quel sujet? Oui, alors en fait le doctorat c'était vraiment la suite logique de la maîtrise. En fait la maîtrise c'était en sciences de la gestion. Puis le doctorat, en fait, c'est un doctorat conjoint qui est offert par les 4 grandes universités à Montréal, donc l'UQAM, Concordia, McGill et HEC Montréal, en administration. Et avec une spécialisation en marketing, et particulièrement en marketing responsable, parce que mon directeur, en fait, était spécialisé en marketing responsable. Donc moi, je me suis spécialisée dans ce créneau-là, et j'ai étudié donc 4 ans dans ce programme-là de doctorat en administration. Est-ce que vous avez eu un poste à Montréal ou vous avez dû chercher puis vous avez fini par tomber sur l'Université du Québec à Chicoutimi? Alors en fait, j'ai eu mon poste avant d'avoir fini mon diplôme. Donc j'étais, je pense, dans la 3e année et demie. Puis je voyais qu'il y avait des offres qui sortaient. Là, il y en avait quand même pas mal en marketing. Il y avait Rimouski, il y avait Laval, il y avait l'UQAM, il y avait HEC Montréal aussi. Et puis, j'ai tenté ici à Chicoutimi, et puis ça a fonctionné. J'en avais d'autres aussi, là, des offres, en Abitibi notamment, puis à Rimouski. Mais j'ai décidé de venir ici, ça m'avait bien plu, en fait, dans la région. Donc, j'ai opté pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et voilà comment je suis arrivée ici. Puis par la suite, j'ai fini mon doctorat en étant à l'emploi. Donc ça, par contre, c'était un défi. C'est souvent un défi, en fait, pour les professeurs qui finissent pas leur doctorat, de terminer quand ils sont à l'embauche, parce que le travail de prof, c'est quand même très exigeant avec les 3 volets de la tâche. Mais j'étais quand même assez avancée, donc ça s'est quand même encore assez bien fait. J'ai vu que vous aviez appris à parler 5 langues, donc une qui est un dialecte. Qu'est-ce qui vous a amené à apprendre 5 langues? Parce que selon moi, ça doit également être un net avantage lorsque ça vient à la recherche de l'information. En fait, moi, je suis alsacienne d'origine. Puis, j'ai appris le français à l'école, mais à la maison, en fait, on parle un dialecte qui ressemble à l'allemand, qui est l'alsacien. Et d'ailleurs, en fait, ma 2e langue, c'est l'allemand, qu'on apprend en fait à l'école. Et de base, en fait, je suis bilingue, trilingue. Donc, en fait, les langues, c'est quelque chose de... On va dire l'apprentissage des langues, c'est quelque chose qui est facile parce que j'en parlais déjà plusieurs à la base. Donc, c'est pour ça qu'au collège, donc l'équivalent du secondaire, j'ai appris l'anglais. Et au lycée, donc qui est l'équivalent du cégep, j'ai appris l'espagnol. Et après, à l'université, j'ai appris le néerlandais. Mais je dois tout de suite dire que je ne parle pas toutes les langues à des niveaux égaux. Donc, moi, c'est surtout l'anglais parce que je l'utilise continuellement. Le néerlandais, je le maîtrise aussi parce que j'ai quand même passé 1 an en tant qu'étudiante Erasmus aux Pays-Bas. Mais pour ce qui est de l'espagnol et puis de l'allemand, je les pratique un peu moins souvent, donc je ne les maîtrise pas à niveau égal. Alors, est-ce que ça aide dans l'accès à l'information? Oui, clairement. Ça peut aider à comprendre des termes aussi, à comprendre l'origine de certains concepts. Mais je dirais que ce n'est pas nécessairement à ce niveau-là, c'est que quand on apprend plusieurs langues, ça amène en fait une gymnastique de l'esprit. Donc on est un peu plus agile au niveau de l'esprit, dans une certaine mesure. Puis bon, il y a des études aussi qui tendent à prouver ça. Donc c'est plus à ce niveau-là en fait qu'on a des gains, quand on apprend plusieurs langues et qu'on en maîtrise plusieurs. Dorothy Crowfoot Hodgkin est une chimiste britannique, pionnière de la cristallographie à rayons X, une technique permettant de déterminer la géométrie en 3 dimensions de biomolécules complexes. Née en 1910 au Caire en Égypte, Dorothy est l'aînée des 4 filles. Elle passe les 4 premières années de sa vie entre l'Égypte et le Royaume-Uni. Dorothy fait sa scolarité à la maison jusqu'en 1921, puis son père la fait entrer à la Sir John Neyman High School. Elle est l'une des 2 seules filles à qui il est permis d'étudier la chimie cette année-là. C'est à cette époque qu'elle se découvre une passion pour la chimie et les cristaux. En 1928, elle entre au Somerville College, dans l'université d'Oxford, et est la 3e femme de l'établissement à graduer avec des honneurs de première classe pour son baccalauréat. Elle poursuit ses études au doctorat à l'université de Cambridge sous la supervision de John Desmond Bernal. Elle devient son bras droit et publie de nombreux articles avec lui. À ce moment, elle réalise le potentiel de la cristallographie à rayons X pour déterminer la structure de protéines.
Son doctorat lui est décerné en 1937 pour ses travaux sur la chimie des stérols et sur la cristallographie à rayons X. Ses capacités et ses calculs sont reconnus et plusieurs de ses collègues souhaitent collaborer avec elle pour analyser des cristaux. À l'âge de 24 ans, Dorothy revient à Oxford pour enseigner et se concentrer sur ses recherches personnelles. Puis elle devient chercheuse en 1936. Entre-temps, une polyarthrite rhumatoïde lui est diagnostiquée, ce qui la handicape toute sa vie. Éventuellement, après avoir travaillé pendant 12 ans dans le sous-sol modeste de musée de l'Université d'Oxford, Dorothy reçoit enfin un laboratoire moderne en 1958. Elle est nommée Wolfson Research Professor à la Royal Society en 1960 et elle dirige l'Union internationale de cristallographie de 1972 à 1975. Le plus grand travail de Dorothy en tant que chercheuse concerne la structure de l'insuline. À l'époque, aucune technique n'est assez au point pour étudier la complexité des grosses molécules. Après 25 ans à améliorer sa technique, c'est en 1969 qu'elle détermine la structure de l'insuline avec l'aide de la cristallographie à rayons X. Cela lui vaut d'être publiée dans le magazine Nature comme seul auteur, ce qui est une exception à l'époque. Dorothy reçoit le prix Nobel de chimie en 1964 pour la détermination de structures biochimiques importantes. Elle est aussi la seule femme à avoir reçu la médaille Copley de la Royal Society. Elle prend finalement sa retraite en 1977. Son expérience lui ayant montré les inégalités entre les sexes de l'époque, elle fait sa part pour changer les choses. Par son enseignement, elle a appris à ses étudiants l'importance de l'éducation des femmes et elle pétitionne pour chaque femme ayant subi une quelconque forme de discrimination. Elle lutte aussi beaucoup pour la réduction des risques de conflits armés et pour la justice sociale. Ainsi, Dorothy Crowfoot Hodgkin est une première et grande contributrice à la cristallographie à rayons X. Décédée en 1994, elle a décrit la structure de certaines molécules qui ont changé des aspects importants pour l'avancement des connaissances et pour la médecine. Est-ce que vous pourriez me décrire votre rôle en tant que chercheuse de genre féminin dans l'environnement actuel? Disons que moi, je ne considère pas mon genre comme étant quelque chose d'important. En particulier, quand je fais de la science, moi, ce qui m'importe, c'est les idées. Donc, ce n'est pas nécessairement le support des idées, mais plus les idées, la confrontation et puis la comparaison. Et notamment aussi de superviser des étudiants, donc de leur amener en fait les connaissances, de leur apprendre en fait ce que moi j'ai appris et de leur éviter aussi des problèmes que moi j'ai eus et puis que je ne voudrais pas qu'eux ils aient dans le cadre de la recherche. Donc c'est vraiment plus moi, mon développement personnel en contribuant à la science et aussi le développement personnel de mes étudiants, puis de mes collègues aussi, soit dit en passant, puisqu'on collabore quand même pas mal aussi entre collègues. Selon vous, est-ce que les hommes ont un avantage dans votre milieu par rapport aux femmes? Je ne sais pas s'il y a un avantage intrinsèque au niveau de la connaissance et puis on va dire de l'intellect. C'est pas très clair, même au niveau des données à ce niveau-là. Il y a plus d'extrêmes en fait chez les hommes, disons. Disons que la courbe est plus aplatie. Vous savez, la courbe normale en forme de cloche de fromage, là, il y a plus d'extrêmes. Tandis que chez les femmes, c'est plus rapproché. Donc, il y a plus... Les femmes ont à peu près toute la même intelligence, les hommes, c'est plus éparpillé. Alors ça, c'est ce que révèlent les données. Donc, peut-être qu'il peut y avoir une différence à ce niveau-là, mais enfin, au niveau des... c'est pas à ce niveau-là, en réalité, que moi, je perçois des différences. C'est plus, en fait, au niveau de la vie parallèle à la vie de prof. C'est-à-dire que, typiquement, un homme ne tombe pas enceinte, et donc, du coup, il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent être faites, et des avantages qui peuvent être cumulés, vous voyez, donc des techniques ou je sais pas, des savoir-faire ou des habiletés qui peuvent être approfondis parce qu'ils auront plus le temps pour le faire qu'une femme qui sera limitée parce qu'il faudra qu'elle s'arrête, etc. Donc moi personnellement j'ai 5 enfants, donc j'ai quand même pas mal J'aurais pu en faire plus, mais effectivement avec les grossesses et puis bon les arrêts maternité, etc., ça retarde un petit peu. Et puis parfois aussi, on perd le fil. C'est-à-dire que quand on s'arrête pendant une longue période, on perd le fil. Donc à ce niveau-là, oui, je perçois des différences éventuellement et ça peut avoir une répercussion sur le travail. Est-ce que vous avez déjà perçu des différences au niveau interaction sociale? Je dois vous dire honnêtement que pas du tout. J'ai même parfois un peu l'impression inverse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va peut-être être plus conciliant avec une femme. On ne va pas lui poser plus de questions, mais parfois on va peut-être lui en poser moins ou des questions plus faciles éventuellement. Mais encore que c'est très rare. Là, c'est vraiment des exceptions. Moi, je trouve
personnellement pas qu'il y a de différence. Si on réfute par exemple une idée que j'ai élaborée, c'est pas parce que c'est moi, là, c'est pas mon essence qu'on critique, c'est mon idée. Donc il faut bien faire attention à distinguer les deux. Et quand on fait ce distinguo, en fait, on peut très facilement réfuter un commentaire qui ne porterait pas sur le fond, mais plus sur la forme et qui viserait plus à vous critiquer en tant que personne plutôt que critiquer vos idées. Quand on est dans une conférence, quand on est dans une réunion scientifique, c'est sur les idées que porte le débat. Et si votre idée est intéressante, vous allez avoir de l'intérêt de la part des gens, par définition, peu importe qui vous êtes. Si votre idée n'est pas intéressante ou si elle est facilement réfutable, à ce moment-là, vous aurez des critiques et c'est tout à fait logique. Mais ce n'est pas à cause de vous en tant que personne, ce n'est pas votre essence qui est en question, c'est plus votre idée. Et quand on fait la distinction entre ces deux-là, c'est facile aussi de reconnaître des critiques qui n'en sont pas réellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir parfois effectivement des personnes qui vous critiquent supposément sur votre idée, mais en réalité qui vous critiquent en tant que personne. Mais généralement, ça va être mal fait. Est-ce que vous pensez que les femmes ont plus tendance à s'investir dans la collectivité ou ça, c'est plus générationnel? Je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est une question de genre, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui s'investissent, là, hommes ou femmes, dans la collectivité. Enfin, c'était vraiment juste un exemple pour dire qu'on a souvent plusieurs rôles, plusieurs sphères. En fait. Donc on a le travail, on a la famille, puis bon, parfois on fait aussi du bénévolat. Dans certaines organisations, on peut être un coach de foot quand on est un homme, par exemple, ou une femme d'ailleurs aussi. Ou alors on peut s'investir dans une association. C'est pas une question de genre, je pense. C'est pas une question de génération non plus. On fait ça, que ce soit les hommes ou les femmes, ou que ce soit peu importe les générations. C'est juste pour dire qu'on a beaucoup de chapeaux et il faut essayer de s'organiser pour essayer de remplir toutes ces obligations du mieux qu'on peut. Lise Meitner fait partie des grandes femmes qui ont su faire avancer la science. En effet, cette dernière est connue pour ses travaux sur la radioactivité et la physique nucléaire. Plus précisément, elle joue un rôle considérable dans la découverte de la fusion nucléaire dont elle est la première à fournir une explication théorique. Lise Meitner est née à Vienne en Autriche en novembre 1878. Dès son jeune âge, Lise démontre de l'intérêt envers la physique et les mathématiques. Inspirée de ses lectures sur Marie Curie, elle décide d'aller étudier la physique à l'Université de Berlin afin de travailler sur la radioactivité auprès du fondateur de la physique quantique, Max Planck. Pendant ses études, elle se lie d'amitié avec un chimiste du nom d'Otto Hahn et devient son assistante de recherche. Le temps passe et le duo mène de belles années productives à travailler sur la radioactivité. Ces derniers font la découverte d'un nouvel élément radioactif, le protoactinium. Cette découverte leur apporte beaucoup de reconnaissance de la part du monde scientifique, notamment une médaille de l'Académie des sciences de Berlin et un prix de la part de l'Académie des sciences de l'Autriche. Quelques années suivant ces découvertes, elle devient directrice du nouveau département de physique et de radioactivité de l'Institut Kaiser Wilhelm et est l'une des premières femmes d'Allemagne à occuper un poste d'enseignant à l'Université de Berlin. Cette dernière poursuit ses recherches en 1920 sur le comportement des particules bêta chargées négativement lors du bruit d'un atome, connu aujourd'hui sous le nom d'électron. Tout au long de sa carrière scientifique, Lise obtient plus de 21 récompenses pour ses travaux portant sur l'étude des rayons bêta et gamma, des isotopes, la physique et la radioactivité. À la suite de son décès en 1968, son nom est donné à un institut de recherche à Berlin. De plus, une société œuvrant pour l'égalité des femmes en sciences et en mathématiques a été créée en son nom et un élément du tableau périodique est nommé en son honneur, le numéro 109, Meitnerium. Cette dernière est également nominée pour le prix Nobel, mais seulement son compagnon Otto Hahn en fut le récipiendaire. Selon vous, quelle est votre plus grande fierté dans le domaine de votre carrière, en sachant que vous avez contribué à près de 120 publications qui ont été citées 1250 fois et lues environ 95 000 fois? C'est pas tant dans les publications en réalité, mais c'est plus dans les créations de structures, c'est-à-dire dans la création d'un laboratoire, donc qui est un lieu d'échange et de partage de connaissances avec d'autres professeurs. Le réseau de recherche en économie circulaire québécois, c'en est un autre exemple. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus gratifiant parce que ça permet en fait de développer des plateformes structurées, donc avec de la recherche qui va être structurée pour beaucoup de personnes et qui va avoir un rayonnement aussi. Puis c'est généralement dans le cadre de ce genre de structure qu'on fait des publications. Donc ça facilite en fait la publication. Si vous voulez, les publications, c'est comme un dérivé ou c'est un effet secondaire de l'existence de structures de recherche performantes.
et financés, qui ont accès à du financement. Et c'est généralement plus à ce niveau-là, du coup, que j'ai de la fierté, parce que c'est, en tout cas pour moi, beaucoup plus important de développer ce genre de structure plutôt que de simplement faire des publications. Est-ce que ce genre de structure permet aussi d'un peu plus guider le chemin pour les prochaines générations de chercheurs sociaux? Exactement, alors tout à fait, c'est ça l'objectif aussi, ça nous met en commun entre chercheurs, mais ça permet aussi en fait à des étudiants, que ce soit des étudiants au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat ou au post-doctorat, de nous rejoindre et puis d'être en fait entraînés et qu'ils s'améliorent, qu'ils se perfectionnent en tant que chercheurs sous notre supervision et puis à l'aide de nos ressources. Donc ça, c'est effectivement aussi quelque chose qui, à mon sens, est très intéressant. Donc il y a la collaboration entre collègues et il y a aussi la supervision et le développement du capital humain des étudiants. S'il y avait quelque chose que vous pouviez changer dans votre domaine de métier, qu'est-ce que ça serait? Ça peut être dans l'enseignement, ça peut être dans votre domaine en tant que chercheuse. Je dirais que ce qui, moi personnellement, me pose le plus de problèmes, c'est la fameuse certification éthique. Parce qu'en fait, ça nous désavantage quand même par rapport à certains autres collègues à l'international qui n'ont pas ce genre de prérequis. Donc, quand on veut faire de la recherche avec des êtres humains, si c'est des entrevues, que ce soit des groupes de discussion, peu importe, il faut qu'on ait toujours la certification éthique. Puis c'est un processus administratif qui est assez lourd en amont, qui nous prend du temps. Et du coup, en fait, il faut que vous développiez des compétences. Et puis ensuite, à partir de là, c'est un escalier. Là, vous développez d'autres compétences, etc. C'est cumulatif. Et plus vous arrivez à faire ça, plus vous serez performant. Et plus vous avez des obstacles en fait dans l'escalier, là, moins vous allez pouvoir en fait être performant et puis rivaliser à l'international aussi, parce qu'on est quand même en compétition avec des universités. J'aime pas trop ce terme de compétition parce qu'en bout de ligne, on veut quand même contribuer à la science, mais dans les faits, c'est un peu ça quand même, parce que au niveau des revues, c'est très sélectif, au niveau des subventions, c'est très sélectif aussi. Et effectivement, quand on a des obstacles administratifs trop lourds, ça peut poser des problèmes. Donc la certification éthique, c'est un exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres. En fait, toute la lourdeur administrative, par définition, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de l'enseignement, ça nous pose des problèmes en tant que prof. Est-ce que vous pensez qu'on devrait retirer la certification éthique ou qu'elle devrait être simplifiée? Je ne pense pas qu'il faille la retirer, c'est une bonne chose que ça existe. J'aimerais bien que ça existe d'ailleurs dans les autres universités aussi, justement, pour les chercheurs en fait, qui ne sont pas nécessairement astreints. Mais je pense que ça gagnerait à être simplifié. Ça a déjà été, il y a déjà un très bon travail qui a été fait au niveau de la simplification, mais ça pourrait peut-être encore davantage être simplifié, juste pour nous permettre d'aller plus rapidement en collecte en fait, et puis d'accéder aussi plus rapidement à nos fonds de recherche, parce qu'on ne peut pas nécessairement accéder à 100% de nos fonds si on n'a pas la certification. Donc ça aussi c'est un autre... Donc on ne peut pas payer les étudiants ne sont pas rémunérés, ils ne travaillent pas, donc ça retarde quand même pas mal d'activités. Donc une simplification à mon sens ce serait l'idéal. Oui. Comment est-ce que vous envisagez votre futur au sein de notre établissement d'enseignement? Moi, je me vois à l'UQAC, en tout cas. Je me vois progresser, me développer à l'UQAC. C'est sûr que je fais beaucoup de choses aussi à l'extérieur. Donc, l'UQAC, c'est mon affiliation, on appelle ça. C'est mon université d'attache, mais c'est un peu un tremplin qui permet d'aller vers d'autres réseaux, vers d'autres universités, de trouver des connaissances et des réseaux dans ces autres sphères-là et de ramener en fait cette expertise à l'UQAC. Donc c'est ça en fait la tâche d'un prof. Donc le prof il est affilié à l'université, puis il va aller voir d'autres réseaux, d'autres cercles, puis ça va l'enrichir et il va en faire bénéficier en fait son université d'attache. Donc moi je me vois en fait continuer comme ça au sein de l'UQAC pour ma carrière future. Donc j'ai été professeure adjointe jusqu'en 2021, je suis passée au grade de professeur agrégé. Et le dernier grade, donc c'est professeur titulaire, donc ça c'est dans à peu près 4 ou 5 ans normalement. Est-ce que vous pourriez me décrire en 3 mots comment vous trouvez notre université? Alors l'université, elle est de taille humaine. C'est un petit campus, c'est une petite université dans laquelle en fait on a des départements, les professeurs de différents départements d'ailleurs se connaissent souvent et travaillent les uns avec les autres. On a une politique de bureaux, de portes de bureaux ouvertes nous au département. Les étudiants peuvent venir nous voir quand ils le souhaitent, quand on est présent. Donc c'est très ouvert. Donc c'est ça en fait la taille humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une grosse machine qui nous dépasse.
On est vraiment en fait dans un milieu de travail qui est assez petit pour permettre de nouer et de maintenir des relations humaines de qualité. Le physique influence le culturel et inversement. Donc le fait que justement ce soit une petite université, donc il n'y a pas trop non plus de bâtiments, ça reste quand même assez accessible, les différents départements les uns par rapport aux autres. Ça influe aussi sur la dynamique sociale entre les individus. Elle est collégiale. La collégialité, en fait, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas nécessairement de boss, il n'y a pas de chef. Au niveau des départements, et même au niveau de l'université, le recteur est un professeur, on le considère comme tel, donc c'est sûr qu'on le respecte, mais ce n'est pas un PDG de l'université, donc ce n'est pas le même statut. Ça veut dire qu'en fait, on a des relations très horizontales entre professeurs, même si un professeur, par exemple, est directeur d'un département ou qu'il a une fonction administrative particulière, on se traite toujours d'égal à égal. Et puis je dirais qu'avec tout ça, elle est quand même bien ouverte sur le monde. Donc c'est quand même une université qui est connectée, donc qui reste à taille humaine, collégiale et ouverte sur le monde. Si vous aviez des conseils à donner à de futures étudiantes, quels seraient-ils? C'est sûr que le conseil de base, c'est de toujours travailler dur. Là, moi, j'ai simplement suivi un conseil très simple que ma mère me disait, c'est donne le meilleur de toi-même, puis fais le mieux que tu peux. Et en fait, en suivant ce conseil, on se rend compte qu'on peut toujours faire un peu plus que ce qu'on fait réellement. Et en essayant de pousser à chaque fois les limites un petit peu plus loin, on se rend compte qu'en bout de ligne, on peut aller vraiment très loin et puis on peut faire beaucoup de chemin comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur en fait de travailler. C'est vrai que le travail, ça fait peur aux gens. Moi, personnellement, ça me fait pas nécessairement très peur. Mais ça peut faire peur en fait de savoir qu'il y a du travail, qu'il va falloir s'organiser et tout. Donc bien gérer son temps. Peut-être un peu plus quand on est une femme, effectivement, parce qu'il faut jongler davantage avec plusieurs responsabilités. Le travail, la famille, parfois aussi encore du service à la collectivité. Donc bien s'organiser. Et en plus de ça, travailler dur, ça devrait être une recette assez gagnante, selon moi, pour réussir dans n'importe quel domaine, d'ailleurs. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci beaucoup pour l'invitation.